À Funchal, c'est par un vent bien faible que les 88 concurrents de la Transat 650 se précipitent littéralement sur la ligne de départ comme pour un parcours banane, tant et si bien que la flotte a le droit à un rappel général. Les miniistes ont le sang chaud en ce début de seconde étape. Ah, mais ils sont de plus en plus chauds, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent du monde de la régate, hein, donc ils sont habitués à prendre des départs, ils sont habitués à se lever sur la ligne de départ, donc c'est un peu le paradoxe aussi, parce qu'il y a aussi une partie des marins qui ne sont pas forcément habitués à ça, donc on leur crie dessus, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, et donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus chauds sur la ligne de départ. L'affluence sur la ligne provoque peu après un refus de priorité par David Lecaroux sur Le Tréport, qui oblige Andras Mielm sur Adria Mobile 2 à un retour au port pour réparer. Il repartira quelques heures après. Autre incident, Alex Pella constate, lui, une fissure sur son mât. Ce n'est que le lendemain dimanche qu'il prend à nouveau la mer. Aujourd'hui, après une superbe remontée, il a rejoint le milieu de la flotte. C'est vrai que la première étape étant plus courte, hein, 1100 000, ça fait presque l'équivalent du parcours de qualification qu'ils doivent effectuer pour avoir le droit de traverser. Donc c'est ce que je leur dis un petit peu à l'arrivée, hein, vous avez fait votre qualif et maintenant la vraie traversée commence devant vous. Bah ouais, la deuxième étape, ça n'a absolument rien à voir avec la première. Là, c'était un sprint. Maintenant, effectivement, on va avoir une étape variée avec des systèmes météo différents qui seront prévisibles pour, disons, les premières centaines de milles et puis après qui seront moins prévisibles. Il va falloir beaucoup plus travailler sur la météo, la prise de météo à bord et puis l'observation du baromètre, des nuages, du vent. Donc il va falloir travailler beaucoup plus, il va falloir être endurant, faire attention à respecter le bateau et puis rester bien en forme, dormir le plus possible dès que ce sera possible. La deuxième étape, ça va être une autre paire de manches. Ouais. Ça va être quand même beaucoup plus long, quoi. On part pour pas loin de 3 semaines. Madère, c'est pas les Canaries. Il y a déjà la dernière fois, on a une étape un petit peu plus longue parce qu'on est aux Canaries. Là, on est un peu moins loin. En plus, le parcours qu'on a, il est extrêmement varié. En gros, pour résumer, on part avec des vents un peu comme ça, assez faibles, pas forcément très établis. On va aller chercher un système qui va ressembler un peu à des alizés, un peu plus établis, donc des alizés de nord-est, qui sont du coup très portants par rapport à là où on veut aller. C'est l'Italien Andrea Caracci sur Speedy Bonzai qui passe en tête la bouée de dégagement, suivi par Adrien Hardy sur Brossard et Yves Le Blévec sur Actual. Place à la stratégie à long terme pour chaque concurrent. Parce que là, il penserait apparemment qu'on a cherché les alizés assez est, c'est-à-dire le long de la côte africaine, donc on est là, les Canaries sont ci. La route directe nous fait passer dans l'ouest des Canaries. Il se peut qu'on aille jouer déjà dans les Canaries, donc il y a les dévents des îles parce que c'est des anciens volcans, donc forcément c'est très haut, donc ça dévente. Non, les Canaries, c'est le plus haut sommet d'Espagne, hein. Le TID, ça accumule à 3700 mètres, donc ça fait un meuble sur l'océan qui génère un dévent extraordinaire. Donc il faut absolument éviter ces trous-là. Et le Cap-Vert, c'est pareil. Donc ça, il y a une gestion du passage des îles, où là, l'expérience joue forcément, parce que c'est plus facile quand on l'a passé plusieurs fois, quand on a une vision de la géographie, on gère beaucoup mieux que lorsqu'on est la première fois. Et puis après, tu as le passage du Poteau Noir. Voilà, le Poteau Noir, ça peut être un truc qui passe comme une lettre à la poste, ou 3-4 jours de pétole, de bordel, de vent très variable, des grains super violents, pas de vent. At the Poteau Noir, yes, it's. I think there's some. Yeah, you can have some luck. I understand that last Transat, the Poteau Noir was very small when the first boats pass, and then after it expanded. So if you are in the back of the fleet, you have a very bad luck. Yeah. Donc à notre arrivée au Poteau Noir, il y aura des écarts entre les bateaux, entre les paquets de bateaux plus importants. Donc du coup, plus des possibilités de passage à niveau au Poteau Noir avec des bateaux qui vont passer bien dans le bon sens et puis d'autres qui sont vachement ralentis. Donc là-dessus, ça fera encore plus d'écart à l'arrivée qu'il y a 2 ans, c'est sûr.
Sur des prévisions, on a quand même 240 000 de poteaux noirs à traverser, ce qui est, ma foi, bien assez. Et après, on retombe dans un régime d'alizé, mais là, pour le coup, de sud-est, donc quasiment dans le nez. Donc là, c'est beaucoup moins drôle. Ça va moins vite, puis ça dure pas mal de jours comme ça. Et là, la configuration des bateaux est plus du tout la même. Il ne faut pas des bateaux qui glissent sur l'eau, mais il faut des bateaux qui ont de la puissance pour franchir les vagues. J'espère qu'on aura la chance de ne pas trop faire de près, parce que quand on a fini le poteau noir, on est déjà bien fatigué. Si derrière on doit se retaper 10 jours de près, il faut quand même dire que ces machines sont super au portant, mais au près, ça n'avance ni du cul ni de la tête, il faut être quand même assez franc. C'est des bateaux au près qui marchent à 6 nœuds, 6 nœuds 5, 5 nœuds 8 quand il y a de la mer, c'est pas l'extase. Donc par contre, dès qu'on ouvre un petit peu, donc dès qu'on choque un petit peu les voiles, dès que le vent tourne dans le bon sens, alors là ça devient des luges qui sont géniales, quoi. Et puis on termine par une dernière partie le long des côtes des Brésil qui peut revenir sur un système un peu mixte qu'on peut trouver sur nos côtes, quoi. Ça peut être beaucoup plus variable. À la bouée de dégagement, la flotte commence à s'étaler largement sur le plan d'eau. Et comme le dit la chanson, à chacun sa route, à chacun son chemin. Tout de suite à la bouée, on a vu déjà les premières options qui se dessinaient avec des bateaux comme Yves Le Blévec et Samanoir qui partaient plutôt dans l'ouest, et puis des bateaux comme Isa Yoske et puis Peter qui partaient plutôt un petit peu dans l'est. Donc ça veut dire que les tactiques sont bien différentes et qu'ils ne sont pas partis pour se contrôler, ils sont partis vraiment pour faire leur course et pour essayer de creuser l'écart avant le passage des Canaries. Bah, à vrai dire, je pense que c'est difficile en Mini 650 de marquer les autres parce qu'on ne sait pas où ils sont. Donc on se retrouve très rapidement, même malgré nous, à chacun faire sa route. Et puis je pense que le plus important, c'est d'être capable de le faire sans mal le vivre. Personnellement, moi, j'ai pas de souci avec ça, au contraire. Après, il y en a qui naviguent mieux au contact que tout seul, sans bateau à côté. Mais en mini, de toute façon, on n'a pas le choix. On est vraiment seul. Il faut faire des choix assez solitaires. De ne pas savoir où sont les autres, c'est super dur. On cogite en permanence où sont les autres, ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont plus de vent, moins de vent. Et là-dessus, c'est assez dur de réussir à faire le film des autres concurrents en même temps que le nôtre. Et ouais, faut pas craquer là-dessus. Donc c'est sûr que c'est une course où cette fois-ci on est vraiment tout seul et ça suffit pas de partir avec le plein d'énergie, il faut réussir à gérer du début à la fin. Bah là c'est super important parce que c'est ce qui fait qu'on peut exploiter le bateau, encore une fois, c'est de rentrer dans un rythme qui permette à la fois d'être super actif, donc ça suppose quand même des nuits assez courtes. De façon cumulée, ça doit être entre 4 et 6 heures de nuit par trajet 24 heures, ce qui est quand même assez faible. Il y a aussi un facteur chance, mais je pense qu'il y a toujours un facteur chance dans une course en général, parce qu'on peut casser du matériel, parce qu'on rencontre une baleine ou un container. Donc ça peut arriver à tout moment. Je pense que pour gagner une course, de toute façon, il faut de la chance. Oh bah je me dis ça va passer, hein. Ça c'est clair. De toute façon, je me limiterai pas à des... je suis là pour faire la course, donc je ne vais pas me limiter sur des questions matérielles. C'est-à-dire que là, je pars avec 2 nouveaux safrans. Dans ma tête, c'est bon, ils tiennent, quoi. Même si j'ai navigué 2 heures avec pour aller voir comment ça se passait, mais dans ma tête, ils tiennent. Ah bah là, il y en a quand même un certain nombre qui partent vers l'inconnu. La traversée de l'Atlantique, le passage du poteau noir, aller vers le Brésil. Donc effectivement, c'est toujours, dès qu'on va vers l'inconnu, on est toujours un petit peu tendu, on se demande ce qui nous attend. Et même si on a des prévisions météo qui sont relativement fiables, mais elles ne sont fiables que sur les 48 voire 72 premières heures, après il va falloir qu'ils fassent preuve de leur sens marin pour pouvoir anticiper et se positionner correctement par rapport à la météo. Plus la course est longue, plus je prends du plaisir. C'est vrai que le solitaire, il y a un petit côté dur, mais en même temps c'est génial, c'est très enrichissant. Et quand on arrive, on se dit on a réussi à faire ça, c'est top, quoi.
On travaille mieux tout seul et puis on laisse plus de place à l'émotion. Et ça, c'est très important. Je pense que la Transat 650, c'est une course unique, déjà parce que c'est une vraie course en solitaire, je le répète. C'est quand même la seule course où on n'a pas le droit de communiquer avec la Terre, où on se retrouve à parler avec personne pendant des semaines et des semaines. C'est vraiment 25 jours seul avec soi-même. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas si on en est capable. Donc c'est une course qui est unique parce qu'elle rassemble tous ces côtés-là et qu'elle demande aussi aux navigateurs des grandes qualités de marins, tout simplement parce qu'on n'a pas d'assistance extérieure. À la sortie des Canaries, la flotte s'étale déjà sur 200 000 en latitude. Petites casses et petits bobos, déjà en grand nombre. Un dématage pour Emmanuel Laurent et un premier événement majeur le 10 octobre avec le demi-tour de la favorite Isabelle Josque sur Degremont Synergie suite à la rupture du pivot de son bout dehors. À l'heure de la diffusion de ce sujet, pas d'informations sur la direction et la décision d'Isabelle. La Transat 650 reste et demeure une aventure à part entière.